Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, nous allons parler, cet après-midi, nous aurons une bonne heure et demie pour parler ensemble donc, de faciliter et accélérer des transitions durables. Donc, j'ai l'honneur donc, d'accueillir pour ces regards croisés entre deux expériences françaises et une expérience sur l'ensemble du continent européen. Madame Magali Lepay de Erdre-et-Gèvres, donc de l'intercommunalité de Erdre-et-Gèvres, le conseil de développement. Et puis, pour représenter le Grand Annecy, Isabelle Brun et François Blanchu, donc président du conseil de développement François Blanchu et Isabelle Brun, chef du service Prospective Europe. Et puis, pour parler nous apporter cette perspective européenne, Stina Heikkila, qui représente le programme Urbact, Global Goals for Cities, donc les objectifs globaux pour les villes, et qui travaille notamment sur ce qu'on appelle la localisation des objectifs du développement durable, ce qui touche énormément à des questions, bien entendu, de transition durable. Alors, le principe de ce séminaire, c'est qu'en réalité, c'est le deuxième épisode d'une série de séminaires normalement trimestriels qui a commencé à l'occasion des rencontres nationales de la participation à Amiens, et donc que nous poursuivons à l'occasion de ces rencontres, qui se produira également de manière visio, sans doute au début de l'année prochaine, avec cette idée de refaire ça chaque trimestre, et systématiquement d'aller faire résonner deux expériences françaises portées par des conseils de développement avec une expérience européenne, et avoir ce jeu en miroir et cet apprentissage mutuel. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous présenter rapidement ce que fait Democratic Society, puisqu'on est coporteur de cette initiative avec le CNCD, donc ce partenariat d'apprentissage en réseau autour des expériences européennes. Et donc, je vais, sans plus tarder, vous parler de ce que fait DEMSOC en matière de mobilisation pour le climat. Alors, nous travaillons donc, DEMSOC travaille depuis plus de 10 ans sur des questions de démocratie et d'innovation démocratique, et en particulier autour des questions de climat. Donc, comme j'avais indiqué pour ceux qui étaient là ce matin, nous sommes une petite cinquantaine, nous couvrons 12 pays, et nous avons à la fois une équipe recherche et design à Berlin et toute une série d'équipes pays qui accompagnent directement les villes et les territoires dans ces différents pays d'Europe. Alors, l'idée, c'est que nous, ce qui nous a vraiment fait travailler en particulier sur le climat, c'était le programme Climate Kick, financé par l'Agence d'innovation et de technologie de l'Union européenne basée à Budapest, qui nous a donné un financement pour 2 ans avec d'autres partenaires et qui nous a fait accompagner 15 villes en Europe. Alors, vous voyez facilement sur la carte Orléans, donc le petit numéro 3, c'est la métropole d'Orléans qu'on a accompagnée en particulier en France, et donc des villes de taille très diverses. Madrid, qui est un véritable géant avec 4 millions d'habitants, Amsterdam, plutôt 1,5 million, Cracovie en Pologne, Édimbourg en Écosse, etc. Et là, nous avons vraiment commencé à travailler sur la question de gouvernance de la transition. Alors, gouvernance de la transition, en réalité, quand on commence à en parler, on pense à 2 actions. Il y a vraiment l'idée de mettre en transition écologique un territoire. Bon, ça, c'est quelque chose d'évident, mais il y a vraiment la dimension de mobiliser la société civile dans son ensemble, dans cette mise en transition. Et c'est quelque chose qui a rarement été fait de manière comme ça consciente et cohérente. Et on regarde dans chaque territoire quelle serait la bonne formule pour que ça marche. Alors, nous, on s'est entendu, on a travaillé un petit peu, on s'est entendu sur une définition possible de ce que pouvait être la gouvernance de transition. Et on s'est rendu compte que, compte tenu de l'insistance que l'on a à apprendre à faire les choses sans avoir une recette a priori, on a voulu appeler ça des dispositifs participatifs d'échange et d'expérimentation. C'est vraiment ça l'important dans la définition. Des dispositifs participatifs d'échange et d'expérimentation. Et dans les présentations à la fois de l'expérience du Conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres et du Grand Annecy, c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés ensemble, c'est qu'effectivement, cette dimension de l'expérimentation, du projet pilote, de l'initiative qui n'a pas été faite ailleurs, et de ce qu'on peut en apprendre, sont vraiment au cœur de la démarche.
Donc cette notion, alors j'espère que notre définition de gouvernance de la transition va inspirer soit des contre-définitions, soit va être adoptée et améliorée. Donc des dispositifs participatifs d'apprentissage et d'expérimentation qui visent à faciliter et accélérer des transitions durables. Bon, ça c'est plus logique et plus simple. Nous aurons des présentations donc, de Erdre & Gesvres, Annecy et du projet Urbact qui nous présenteront d'abord ce qu'ils ont fait, et ensuite on aura un deuxième tour où on s'appuiera davantage sur qu'est-ce qui a été appris, quels ont été les obstacles, de quelle manière est-ce qu'on peut essaimer ailleurs certains des apprentissages obtenus par ces expériences. On aura bien entendu ensuite du temps pour des questions-réponses. Alors, nous, ce qui nous intéresse, comme je vous disais, c'est que c'est vraiment une expérimentation qui est en cours en Europe. Et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord avec le CNCD, la CNCD, sur l'idée de faire ces échanges très réguliers, parce qu'on s'est rendu compte que c'était non seulement les 15 villes dans lesquelles on travaille, et puis maintenant, en ayant parlé avec Stina Ekila du projet Urbact, je me suis rendu compte que ce n'était pas 15 villes, mais c'était plutôt 150 villes, si vous voulez. Cette notion d'expérimenter pour les objectifs de développement durable, pour la transition climat, pour de nouvelles manières plus frugales d'utiliser l'énergie, etc., en réalité, c'est ce qui anime pratiquement toutes les villes et territoires de notre continent. Et donc l'idée est vraiment d'apprendre de manière participative de cette manière-là. Alors nous, on a réellement, avec le projet Climate Kick, cette idée que l'expérimentation, c'est la notion d'expérimentation stratégique, est la meilleure manière d'avancer sur un système complexe. On a discuté ce matin du fait qu'un territoire, maintenant, c'est un écheveau extrêmement compliqué d'intrants, d'extrants, de boucles de rétroaction difficiles à prévoir, etc. Et que donc, du coup, on va y aller pas à pas. On va prendre plusieurs points d'entrée. Et pour chacun d'entre eux, on va tester des solutions, on va expérimenter, on va apprendre et tirer des leçons de ce qui marche pas, et puis de nouveau améliorer, parfois complètement abandonner une expérience, parfois la refaire mieux, et avec l'importance immense que peut avoir le suivi et l'évaluation participative. La notion d'évaluation participative, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément, et avec l'idée, moi j'ai toujours pensé que les conseils de développement pouvaient être un véhicule extraordinaire pour faire cette évaluation participative des coûts lancés. Donc, nous, ce qui est intéressant également, c'est que par exemple dans le cas de Leuven, ces expérimentations doivent toucher plusieurs couches, doivent toucher plusieurs éléments, pas simplement dire on va expérimenter un apprentissage de l'alimentation durable dans les écoles primaires, par exemple, ce qui est tout à fait intéressant. Mais l'idée, ça serait par exemple de faire quelque chose où on va expérimenter avec aussi un nouveau mode de financement. On va expérimenter en mettant aussi les parents d'élèves dans le coup avec des initiatives que l'on pourrait encourager, où les parents d'élèves inciteraient leurs enfants à cultiver, par exemple, un terrain mis en commun pour de la petite culture, pour de la pédagogie sur l'agriculture durable. Et puis, on pourrait aussi avoir des événements culturels sur cet aspect-là. Et là, on aurait une expérimentation multicouche, si vous voulez. C'est un petit peu comme ça que le dessin le montre, pour ensuite voir ce qui a marché. Encore une fois, être vraiment attaquer la complexité avec un petit peu de complexité et de pluralité dans la manière de faire. Alors nous, on a travaillé avec la métropole d'Orléans sur les assises de la transition écologique pendant tout le premier semestre 2021. Et ce qui nous a intéressé, c'était effectivement d'avoir un pilotage mixte. Donc, on a voulu sortir des manières de faire habituelles. L'idée, c'était à la fois de mobiliser et d'aller chercher les idées, notamment d'abord de cartographier l'existant, ce qui était déjà en cours, ce qui marchait et ne marchait pas, et puis ensuite identifier quelles actions leviers, quel portefeuille d'expérimentation on pouvait lancer. Ça a duré 6 mois, là c'est en cours. Voilà, maintenant ils ont identifié les actions phares qu'il faudrait lancer. Et c'est une ville dans laquelle on a énormément appris, notamment, et ça sera ma dernière slide, notamment sur donc cette approche pas à pas et d'intelligence collective, et avec vraiment cette idée que sur les 9 grands thèmes du PCAET, on a eu à chaque fois un trio de pilotage pour chacun des thèmes, où il y avait un élu spécialisé, une représentante de la société civile, un agent technique, et c'était toujours élu, agent technique, société civile. Et organisé autour de dizaines d'ateliers en 2 grandes phases. Une première phase où on allait explorer l'existant, voir les blocages, etc. Et puis ensuite, une autre phase où on allait désigner toute une série d'actions transformatrices que la métropole ensuite pourrait prendre et en faire, disons, la clé de voûte de son
de son plan pluriannuel d'investissement, de son PPI. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment, vous voyez, tout en bas, là, quand je dis au-delà des assises, au-delà de cette réunion de 6 mois avec ces trios qui ont permis, avec ce mix élus, agents techniques, société civile, d'aller mobiliser des gens dans les ateliers et aller faire vraiment une récolte d'idées intelligentes grâce à ces processus qui facilitent l'intelligence collective. L'idée, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait au-delà des assises? Et l'idée, ça serait d'avoir cette instance de gouvernance participative de transition qui va suivre les actions. Et ça, c'est un chantier, ça se fait dans assez peu d'endroits. Moi, j'adore mobiliser les conseils de développement. Dans le cas d'Orléans, ça n'a pas encore été possible parce que le conseil de développement a été remis en place tout récemment. Mais ça fait partie des grands chantiers qui nous passionnent. Donc, je vous remercie. Je vais passer la parole à Magali Lepay, au Grand Annecy, excusez-moi, j'étais dans l'ordre comme ça. Et je pense à Isabelle d'abord ou à François. François, donc vous avez un micro, je vous laisse présenter. Merci beaucoup. Très bien, voilà. Bonjour, François Blanchu, donc je suis le président du Conseil de développement du Grand Annecy. Alors, le territoire du Grand Annecy et l'agglomération du Grand Annecy, sont donc 34 communes. La commune centre, 130 000 habitants, 206 000 habitants au total. On a mis 93 emplois, c'est un territoire dynamique, avec un fort taux de croissance démographique. Les 1,2%, ça représente grosso modo 2000 habitants de plus par an. Donc c'est un aspect très, très spécifique de notre territoire qui, vous imaginez bien, a des impacts sur beaucoup d'éléments. Alors, on va vous parler donc du travail qu'on a mené autour du plan climat, air et énergie territoriale. Au départ, donc, le Grand Annecy, les élus du Grand Annecy ont engagé un travail sur ce PCAET. Il y a eu toute une phase d'ateliers ouverts à la population de manière très, très large, là en totale liberté de participation. Et toute cette phase préalable a abouti à un PCAET qui a été arrêté par le Conseil d'agglomération. Et c'est à partir de l'arrêt de ce PCAET que le Conseil de développement, qui donc chez nous s'appelle l'Espace citoyen, a été sollicité pour émettre un avis. Donc on s'est trouvé là à la fin de l'année 2019, hein, c'est ça. On a donc procédé, un peu comme on fait à chaque fois sur ces grands plans, on a fait un appel à la participation à l'ensemble de nos 150 membres, et monter un groupe de travail qui allait être chargé effectivement de faire ce travail. Ce groupe de travail, 25 personnes environ au départ, on a eu une première phase avec 3 réunions en présence. Présentiel n'existait pas à l'époque. Et dans ces premières réunions, il s'est agi d'ailleurs que le groupe fasse connaissance, qu'on repère un peu qui était qui dans ce groupe, sachant qu'il était composé de manière assez hétérogène de militants associatifs qui venaient porter un message très, très spécifique, et puis de citoyens qui découvraient un peu le sujet. Donc dans cette phase-là, qui était une phase effectivement d'acculturation, on a aussi profité pour, à la demande du groupe, alors faire connaissance du dossier. C'est un pavé énorme, hein. Il fallait déjà que chacun accepte de prendre connaissance du document. Et pour aider le groupe, on a sollicité d'une part les services pour venir répondre à un certain nombre de questions du groupe. Et donc, on a interpellé aussi les services de l'État pour positionner un petit peu le PCAET dans les différents plans qui peuvent structurer la vie de l'agglomération. Donc, on a fait ce travail et puis est arrivé le Covid. Donc, heureusement qu'on avait effectivement eu ces 3 premiers temps de
en présence, parce que je pense qu'on aurait eu d'énormes difficultés à faire continuer, faire perdurer ce groupe. Et ensuite, on est passé en visio, et on a pu, pendant cette période-là, analyser le document action par action. C'était réparti. On avait demandé, dans un premier temps, aux membres du groupe d'identifier les actions qui leur paraissaient prioritaires, parce qu'il y en a beaucoup dans le PCAET, pour essayer de se concentrer sur ce qui paraissait le plus important pour les citoyens. Donc on est parti de ça. Et puis on a, à cette occasion-là, identifié aussi un certain nombre de questions, puisque certaines actions étaient très claires. D'autres actions étaient moins claires pour les citoyens. Ils ne comprenaient pas effectivement soit la finalité, soit la cohérence entre l'action et son financement. Voilà. Il y a eu un certain nombre de questions. On est arrivé à peu près, je crois, à 150 questions. Et du coup, on a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait de cette façon-là. On a, avec l'appui donc d'Isabelle, qui est notre référent technique à l'AGLO et notre lien avec les services de l'AGLO, faire monter ces questions au service. Et peut-être tu peux expliquer comment ça s'est passé avec les services qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans une période, vous le comprendrez bien, qui était assez compliquée, avec 150 questions. 150 questions dans une période préélectorale avec des points un peu sensibles. Les services, ils n'étaient pas très chauds pour répondre au départ. Donc moi, mon rôle, ça a été de faire le lien entre les deux et de les accompagner, parfois de traduire aussi un petit peu les débats du Conseil de développement pour qu'ils comprennent bien le sens de la question, parce que j'avais eu la chance d'assister à ces débats. Et puis, dans l'autre sens aussi, de me faire parfois l'interprète des réponses techniques des services auprès du Conseil de développement. Donc ça a été un gros boulot, mais finalement, ça a créé aussi de la confiance et du respect, de la reconnaissance vis-à-vis du travail des citoyens. Plusieurs services m'ont dit « Ah, mais en fait, il pose des super bonnes questions ». Donc il y a eu une espèce de prise de conscience aussi de l'intérêt de ce travail-là. Et ce qu'on n'avait jamais fait auparavant aussi, c'est par rapport à l'échange avec les services, avec les élus, c'est que là, comme on avait un groupe très composite, on a beaucoup préparé avec le groupe les 9 questions stratégiques. Parce que c'était pas des petites questions qu'ils avaient à poser, c'était des choses du genre changer collectivement, quelles sont vos intentions politiques et quelles sont les modalités que vous voyez, comment on garantit la cohérence entre les intentions politiques et puis la pratique sur le terrain entre les communes et l'agglomération. Donc c'était des gros sujets. Ou alors anticiper, accueillir ou limiter la croissance démographique. C'est quoi votre avis, mesdames, messieurs les élus ? Donc tout ça, vous aviez vraiment bien préparé pour que ce soit un dialogue constructif et du coup, ça fait monter en compétence tout le monde, hein, les élus, les services et les habitants. Et donc voilà, ensuite, vous avez abouti finalement à 2 documents que j'ai là, je pourrais vous passer. Donc un avis plus politique de l'espace citoyen, et puis une analyse détaillée sur les 68 actions où on retrouve les questions stratégiques et les 150 questions techniques avec les réponses des services plus ou moins abouties. Mais ça, c'est vraiment un document de travail aujourd'hui. Et ensuite, le PCAET a été voté en prenant en compte les remarques de l'espace citoyen le 24 juin dernier. Et il y a eu une réponse écrite, c'était une première chez nous, des élus à l'espace citoyen en listant un petit peu les points qu'ils souhaitaient retenir ou qu'ils souhaitaient approfondir avec l'espace citoyen par la suite. Nous, on va s'arrêter là parce que sur les difficultés, c'est le 2e tour, je crois. Oui, effectivement, j'avais peut-être une petite question là, à ce stade. L'espace citoyen du Grand Annecy, c'est l'appellation du Conseil de développement ou bien c'est une partie ? Non, c'est l'appellation. Au départ de 2017, quand tout ça s'est mis en place dans cette configuration-là, parce que le Conseil de développement existait préalablement, on a été interpellé par le fait que le Conseil de développement, ça ne disait pas grand-chose. Et donc, du coup, on a fait ce travail collectivement pour essayer d'avoir une dénomination qui avait une signification, en tout cas pour nous, et on espère pour les citoyens, donc avec la notion d'espace, parce que c'est aussi quelque chose d'ouvert, et puis citoyen, parce que ça concerne effectivement tous les habitants.
Oui, c'est ça, madame qui est là, que je vois tout en haut, qui était ma co-intervenante ce matin, disait que bon, conseil de développement, bon, bof, sur le non-développement. Et donc là, espace citoyen, effectivement, ça parle pas mal. C'est intéressant comme formule. Alors, et autre question, le PCAET existait, il y avait un PCAET ou bien une ébauche de PCAET, ou bien tout a été fait par vous, quoi, Non, en fait, l'espace citoyen a été consulté sur déjà un projet de plan d'action, mais qui n'était pas voté. Et donc, il n'y avait pas eu encore l'enquête publique, etc. Donc, on a été consulté à ce moment-là. Très intéressant, merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à Magali Lepet, donc, qui va nous parler d'Erdre-et-Gèvres, et on va se passer la télécommande. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, le Conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres... Le Conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres est une association qui est créée depuis 2006 à l'initiative des élus et dès le départ sous forme associative. Nous regroupons entre 60 et 90 adhérents, tout dépend des groupes de travail que nous avons, puisque nous nous organisons non pas en forme de commission, mais de groupes de travail. Nous avons à peu près une trentaine de femmes et 42 actifs en 2020. Donc notre territoire, en fait, nous sommes au nord de Nantes. Donc nous sommes les voisins de la Nantes métropole. Nous sommes au nord de Nantes en direction de Rennes. Nous avons 12 communes. Le territoire regroupe 12 communes pour 60 000 hectares et nous sommes 63 000 habitants. Donc un territoire très rural et principalement d'élevage. Et ça a la particularité aussi d'être traversé par de nombreuses rivières, dont l'Erdre qui scinde le territoire en deux. Alors, au niveau de l'expérimentation, il faut savoir qu'en 2019, l'association s'est fixé un cap qui était de co-construire un territoire solidaire, durable et désirable. Voilà, c'est important ce mot. Donc, en faveur des transitions, donc toutes les transitions par la coopération et avec l'ensemble des acteurs du territoire. Cette année, la communauté de communes a formalisé un projet de territoire et donc a saisi évidemment le Conseil de développement, et le Conseil de développement a émis un avis qui disait, notamment pas décidait, mais disait que les développements durables et la solidarité ne devaient pas être une ambition, mais devaient être interrogés à toutes les politiques publiques, et tous les élus devaient s'interroger à chaque projet, à savoir si ça était en cohérence avec le développement durable et les solidarités, de façon à ne pas laisser qui que ce soit au bord de la route. Cet avis a été repris à la conférence des maires et au projet de territoire, et qui a été voté au mois de juin. Donc ça a été vraiment repris unanimement par les maires, donc ce qui était plutôt positif, et ils ont même été plus loin, puisqu'ils ont décidé de travailler en partenariat avec le Conseil de développement pour justement travailler sur ces questions-là, et comment ensemble on pouvait chacun auprès de son public, les conseils de développement auprès des habitants, les élus avec les élus et les techniciens avec les techniciens, comment est-ce qu'on pouvait changer les modes de faire, comment changer nos habitudes de façon à aller vers plus de sobriété. Donc il y a un groupe de réflexion qui a été créé, animé par le Collège de transition économique et sociétale, qui regroupe deux élus, un vice-président délégué en charge du développement durable et de transition, et un délégué à la solidarité et à la santé, deux agents techniciens de la communauté de communes, le DGS, et la chargée de mission en développement durable et de la citoyenneté, et deux membres du Conseil de développement. Et nous sommes véritablement partie prenante et maître d'œuvre dans cette réflexion. Et nous avons donc commencé par savoir échanger nos opinions, nos idées, nos notions sur ce qu'est transition, solidarité, participation citoyenne. Donc nous le faisons, nous, au niveau des habitants. Les techniciens vont avoir aussi cette réflexion avec l'ensemble des services, et les élus vont aussi avoir cette réflexion-là. Alors, au niveau du Conseil de développement, comment ça se traduit ? Je dirais de deux façons.
La première, c'est que nous avons... donc ce groupe de réflexion est récent, hein, il a été mis en place juste avant l'été. Donc il est vraiment récent et en fait on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va faire, donc on fait vraiment chemin faisant, donc c'est vraiment de l'expérimentation. Et nous-mêmes en fait nous faisons aussi au niveau de nos adhérents et dans nos... le fait que nous sommes une association finalement nous donne une certaine souplesse et une certaine agilité, ce qui nous permet de faire des pas de côté et de faire de l'expérimentation. Donc on est vraiment dans ce domaine-là, enfin dans ces actions-là. Et donc pour revenir à ce que nous faisons, donc nous avons déjà dans un premier temps réuni les adhérents et on les a questionnés sur qu'est-ce que ça signifiait pour eux le développement durable, les transitions et les solidarités. Parce qu'en fait ce sont des mots finalement qui sont très vulgarisés. Et puis finalement chacun y met un petit peu ce qu'on veut. Hein. Donc on a finalement on se rend compte. Donc on a tous finalement les mêmes ambitions vis-à-vis de ces points, mais pour autant on a des stratégies différentes. Donc le but c'est pas de mettre tout le monde d'accord, mais de travailler sur les points communs et pour mettre des actions et créer des actions communes. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, lors des 10 ans de l'association, au lieu de faire un événement, juste un événement et un bon gros gâteau, on s'est dit on va aller à la rencontre des habitants et puis on va aller voir ce qu'ils font. Alors pas sur n'importe quoi, hein, sur les transitions et sur nos changements, de nos modes de vie, quoi. Quelles sont leurs initiatives, quels sont leurs projets. Et puis on s'est rendu compte que les habitants étaient très très dynamiques et qu'il y avait beaucoup de choses. Donc on les a rencontrés, on en a rencontré certains, on a fait connaissance et puis on s'est rendu compte que ça serait pas mal que tout le monde sache ce qu'ils font. Donc on a créé une carte d'initiative. Et puis on a voulu aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ils ne se connaissaient pas forcément les uns les autres. Donc on a créé une journée qu'on a appelée la journée des boosters des initiatives en décembre 2019, qui regroupait les porteurs de projets, qui regroupait des acteurs, des élus communaux et les comités de communes, et des techniciens communaux et la communauté de communes. Et puis, pendant toute une journée, ils ont fait connaissance, ils ont travaillé ensemble. Et le but était aussi que derrière, ça crée une autre dynamique avec d'autres projets. La Covid est passée, donc ça a un petit peu fait tomber le soufflet. Pour autant, on s'est dit, il y a eu au même moment, les élus qui se sont questionnés sur le soutien aux initiatives. Et donc, du coup, on s'est pas vraiment concerté, mais enfin, on est un peu concerté quand même. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait, comment est-ce qu'on pouvait faire nous en tant que conseil de développement, mais eux aussi en tant qu'élus. Et l'idée a été de créer une fabrique du territoire pour soutenir ces initiatives. Bon, malheureusement, ça n'a pas vraiment marché. Pour autant, nous, cette année, on s'était dit, on va peut-être aller voir d'autres porteurs de projets pour savoir quels étaient leurs besoins, quelles ont été leurs difficultés, et quelles sont leurs difficultés aux différents stages de leurs initiatives et aux différents stages de leurs projets, pour essayer de savoir de dont ils auraient besoin. On est en train, là encore, d'aller voir les maires, pour savoir les maires et leurs services, hein, s'ils le souhaitent, pour connaître leurs difficultés aussi et savoir éventuellement quelles seraient leurs opportunités ou quels seraient leurs leviers pour pouvoir aider et soutenir les initiatives. On va voir là au mois de novembre les techniciens de la communauté de communes parce qu'ils rencontrent aussi des porteurs de projets et peut-être qu'eux aussi ont des difficultés ou peut-être qu'ils auraient aussi des souhaits et qu'ils ont peut-être des freins. Et puis, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait soutenir ces initiatives. Et donc, la fabrique n'a pas marché. Par contre, on se disait d'abord, on a remarqué qu'il y avait un réel besoin de soutenir les initiatives des porteurs de projets. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. En tout cas, il faut vraiment qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Donc, on s'était dit qu'on allait peut-être faire autrement et qu'on allait peut-être plutôt mettre en place des ateliers de développement qui regrouperaient des élus, qui regrouperaient des agents, qui regrouperaient des porteurs de projets et de façon à pouvoir savoir quels étaient leurs besoins pour chaque projet et les soutenir. Peut-être faire plus à la carte, on va dire,
En tout cas, c'est en forme de projet pour l'instant. Hein, donc voilà. Et le conseil de développement serait facilitateur ou animerait. Voilà. Ce n'est que des hypothèses pour l'instant, puisque voilà, on fait chemin faisant. Très intéressant, merci. Merci beaucoup. Moi, j'avais peut-être une ou deux toutes petites questions. Alors, oui, il y avait cette idée donc, de fabrique du territoire que vous n'avez pas pu faire, mais en réalité, est-ce qu'on n'est pas, finalement, avec votre idée de donner un soutien aux initiatives avec un travail de soutien technique de la part des membres de votre association, qui est le Conseil de développement, finalement, à refaire cette fabrique de territoire? Est-ce que c'est pas la même chose avec un autre nom éventuellement, ou ça serait quoi la différence entre ce projet de fabrique de territoire et puis là, ce que vous souhaitiez faire, des ateliers entre élus, agents, porteurs de projets? Alors, c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, la fabrique du territoire regroupait des agents de la communauté de communes, enfin plutôt un agent de la communauté de communes, et des acteurs type de l'ADEME, le GAB et d'autres. Et les porteurs de projets venaient exposer leurs projets et puis éventuellement savoir qui pouvait les accompagner. Là, les ateliers de développement, ça serait vraiment très différent puisqu'il y aurait uniquement les porteurs de projets, les élus, enfin les élus qui le souhaitent, hein, ça serait du volontariat, et les agents de la communauté de communes aussi qui le souhaitent. Donc c'est peut-être plus personnalisé, peut-être plus en cocon, je ne sais pas si le terme est plus exact, mais de façon à avoir un accompagnement peut-être plus précis, peut-être plus sur mesure peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Et de façon à répondre peut-être plus favorablement aux porteurs de projets. Donc c'est vraiment une forme différente. Oui, effectivement, ça serait une sorte de fabrique, mais vraiment avec une modalité complètement différente et plus restreinte, et dont les personnes présentes utiliseraient leur réseau ou les dirigeraient vers les personnes qui pourraient les accompagner. Écoutez, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Astina Ekila et il faudra qu'on lui passe la petite télécommande. Voilà, on va se la passer de la main à la main. Voilà, merci beaucoup. C'est juste, il dormait. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation de venir. Donc, moi, je vais parler du coup d'un angle un peu différent. Aujourd'hui, je ne représente pas un conseil de développement ni un territoire. Donc, moi, je suis là pour parler d'une expérience des villes et des territoires à l'échelle européenne, et notamment sur le programme Urbact dont Raphaël a parlé avant. C'est moi qui... Ouais. Non ? C'est trop loin, peut-être. C'est à la bonne portée. Ouais, je peux continuer avec... Ouais. Oui, donc moi je travaille comme on dit expert principal pour ce programme européen qui est Urbact, et ça veut dire que j'accompagne un réseau de villes dans des pays différents en Europe sur un thème spécifique. Et ce thème, c'est les objectifs de développement durable global de l'ONU. Et ce qu'on fait ensemble avec ces 19 villes que j'accompagne dans ce projet, c'est de travailler sur la mise en œuvre locale et participative des ODD. Et donc, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Nous avons donc 19 villes et territoires partout en Europe. Et voilà. Donc, merci. Et en France, je travaille avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, mais aujourd'hui, je suis plus là pour porter un regard un peu plus de l'étranger. Donc, je vais parler de notre territoire aujourd'hui, mais vous pouvez un peu voir sur le plan quelles villes font partie de ce réseau.
Et avant de passer plus concrètement sur les activités que nous mènent avec le réseau, je voulais juste dire quelques mots sur Urbact, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas ce programme européen. Donc Urbact, c'est un programme pour l'apprentissage et l'échange des expériences sur le développement durable, notamment sur l'échelle urbaine, à l'échelon européen. Urbact est cofinancé par les fonds européens de développement régional. Et il y a des partenaires Urbact sur beaucoup de thèmes différents. Donc moi, je travaille juste sur un partenariat spécifique, il y en a beaucoup. Et la nouvelle programme Urbact, ça vient d'être approuvé aussi. Et donc, il lance un nouvel programme qui dure jusqu'à 2027, donc ensemble avec la programmation de l'Union européenne. En revenant sur ce que nous on fait avec le réseau, donc Global Goals for Cities, ça c'est le nom du réseau des villes, donc les objectifs globaux pour les villes. Et nous, on travaille avec les 17 objectifs de développement durable. Et cette charte, en fait, pour vous qui peut-être connaissez peu, c'est 17 objectifs qui touchent sur tous les aspects de développement durable qui ont été négociés et adoptés par tous les États membres de l'ONU en 2015. Et ils donnent ainsi un plan d'action pour le monde pour le développement durable. Et ce que nous faisons avec les 19 villes, c'est de voir comment on peut nous mettre ces objectifs en place à l'échelle locale et comment on peut utiliser cette cadre très holistique et systémique en faveur du développement durable dans nos territoires. Et on fait ça dans 4 phases clés. Donc, on passe par la diagnostic, à la vision, un plan d'action, et ensuite aussi à l'identification des indicateurs pour aussi voir si vraiment on arrive à faire ce qu'on veut atteindre avec ces objectifs. Et donc ça, c'est un travail assez complexe et technique, mais à la fois... ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ce point de vue holistique et d'arrêter de travailler vraiment dans des silos précis, départementales, mais d'essayer un peu de casser cette dynamique là pour pouvoir justement travailler plus avec une transformation. Donc, les objectifs de développement durable s'inscrivent dans l'agenda 2030. Et ce qui est intéressant de noter sur l'agenda 2030, c'est qu'il est vraiment organisé par ces 5 dimensions. Normalement, je pense qu'on est très habitué avec les 3 dimensions de développement durable. Maintenant, on en rajoute 2 autres. Donc, on parle de la planète, la population, prospérité, paix et partenariat. Donc, ça, c'est... et toutes ces dimensions, ils sont très fortement liés. Donc, la transversalité de l'agenda 2030, ça passe vraiment par la reconnaissance qu'on ne peut pas travailler sur un aspect de développement. Il faut travailler sur tout à la fois. Et la même chose pour les ODD. Ils sont intimement liés et on ne peut pas sélectionner. C'est pas comme on dit, un smorgasbord, un buffet des objectifs qu'on peut choisir. Il dépend sur l'un et l'autre. Et la dernière chose sur l'agenda 2030 qui est importante à savoir, c'est qu'il s'applique également à tous les pays. Donc ce n'est pas un agenda pour les pays en voie de développement, comme leur antécédent qui était le Millennium Development Goals. Ça, c'était plus pour vraiment la pauvreté, le faim, etc., dans les pays en voie de développement. Maintenant, tous les pays ont dit, nous, on va faire en sorte qu'on atteint ces objectifs de développement durable. Bon, je passe pour donc une expérience plus d'un territoire qui fait partie de notre réseau. On est maintenant donc à la comté de Meath dans la République d'Irlande. Et comme vous voyez sur la photo, c'est un territoire qui se trouve dans un vallée, et notamment le vallée de Boyne. Autre petite anecdote, peut-être quelqu'un de vous avait vu le film Braveheart. Ça, c'est le château qui apparaît dans ce film. Et Meath, donc la comté de Meath regroupe 6 villes aux districts municipaux.
avec une population près de 200 000 habitants. Et TRIM, qui est le partenaire dans notre réseau de villes, c'est la ville principale et administrative. Et il est situé sur la rivière de Boyne. Et ça leur amène d'avoir un focus très fort sur les changements climatiques. Parce qu'ils se rendent compte qu'avec les changements climatiques, ils vont avoir beaucoup d'adaptations et beaucoup de choses à faire pour se protéger de cette particularité territoriale. Et donc, la comté de Meath, ils ont adopté les objectifs de développement durable comme un cadre holistique qui englobe toute leur action pour l'action pour le climat et le fait que TRIM soit aussi une zone d'expérimentation, en quelque sorte, de bas carbone. Donc ça, c'est eux qui l'ont fait, cet schéma, pour montrer comment ils voient et comment ils veulent utiliser les objectifs de développement durable pour justement pas oublier des aspects, comme Madame Lepère disait tout à l'heure, aussi social, parce qu'on peut parler de la transition écologique, mais il ne faut pas oublier qu'on vise aussi d'avoir zéro pauvreté, de ne pas avoir de faim, d'avoir égalité entre femmes, hommes, etc. Donc tout ça pour montrer cette perspective. Et pour renforcer ça, il y a un fort support de la conseil de comté de Meath. Et ils ont mis en place une équipe qui travaille spécifiquement sur l'accroissement entre le climat et les ODD. Et donc, cette équipe fait beaucoup de choses assez expérimentales et innovantes, justement pour aussi inclure les citoyens dans ce thème de transition. Donc, je vais parler de 2 exemples rapidement. Et la première, c'est l'Académie pour le climat. Et ça a été une initiative mise en place quand ils ont commencé vraiment à travailler sur leur plan d'action pour le climat. Et ensuite, depuis 2020, ils travaillent aussi sur les ODD. Et ça consiste de formations gratuites pour les élus et les citoyens qui touchent des sujets très divers, mais de l'urgence climatique, la biodiversité, mais aussi la justice de la transition, notamment. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment que tout le monde sur ce territoire peut parler de ce thème comme s'ils parlaient de météo. Donc, ils veulent vraiment que ce soit normal de parler de tout ça et que les gens ils prennent conscience de tous ces enjeux importants. Et ils incluent donc des jeunes de 10 ans jusqu'à des vieilles générations, disons, de 80 ans et plus. Et un autre projet que je trouve intéressant de montrer, c'est qu'ils ont utilisé l'art aussi comme un moyen, comme un levier pour la prise de conscience autour de l'urgence climatique. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, c'est basé sur une étude scientifique qui a été faite par l'Université de Reading, qui montre justement le changement de température dans le temps. Ils ont donné ça au groupe des vieilles, malheureusement que des femmes, mais ils travaillent pour aussi motiver les hommes de faire des tricots. Et donc ils ont dit donner des mains libres pour créer ces œuvres d'art qui ont ensuite été exposées dans leur salle d'expo locale et dans un expo qui s'appelle La Nouvelle Ère. Et donc ça a été attiré beaucoup d'intérêt et à la fois donc ils ont ainsi pu inclure aussi un groupe de citoyens qui ne sont pas toujours les premiers de se montrer peut-être sur ce genre de sujet. Donc ça, c'était l'expérience que je voulais partager. Merci encore pour... Merci beaucoup, Stina. Et effectivement, l'expérience de la culture et de l'art. Alors moi, je trouve que celui d'en bas ressemble beaucoup, celui un petit peu en haut. Il y en a d'autres, c'est une interprétation beaucoup plus libre, je crois. Mais bon, voilà, c'est l'interprétation artistique. Alors, je vous remercie beaucoup. Effectivement, alors peut-être une question. Les villes qui voudraient entrer dans un partenariat comme Urbact, comment font-elles ? Alors, donc, oui, je pourrais passer quelques mots aussi. Comment s'est organisé un réseau. Donc, c'est un peu différent. Et je suis pas
j'ai peur de dire quelque chose, quelques bêtises, parce que je ne représente pas le secrétariat Urbact qui est à Paris, je suis un expert externe, mais le programme Urbact, ça marche à travers des partenariats des villes. Et donc, normalement, c'est un partenaire clé qui propose un thème sur lequel ils veulent travailler ensemble avec d'autres villes à l'échelle européenne. Et après, ça passe par un appel à projet et les villes, ils postulent pour faire partie des réseaux précis sur des thèmes différents. Et donc, ça veut dire que toutes les villes qui réussissent à rentrer dans un partenariat, ils ont un cofinancement pour des personnels, pour travailler sur ce programme. Une autre chose très importante de dire, c'est que chaque ville est organisée à deux échelles. Donc, ils font partie de projets et toutes les activités que nous, on fait avec le réseau à l'échelle internationale. Mais ce n'est pas fini pour eux, parce que quand ils ont fini leur rencontre internationale, il faut qu'ils amènent leur apprentissage et essayent de l'approprier et de mettre en œuvre à l'échelle locale. Donc, chaque de ces territoires et villes, ils créent un groupe qu'on appelle le Urbact Local Group, donc le groupe Urbact local, avec qui ils travaillent avec des méthodes de co-création qu'on un petit peu apprend ensemble dans les rencontres qu'on fait avec les réseaux. Donc, j'avais dit qu'il y a une nouvel programme Urbact qui a été approuvé, qui va être lancé, qui a été lancé, mais qui commencera les activités début de l'année prochaine. Je ne sais pas exactement les délais, mais vous pouvez aller sur le site Urbact pour regarder quand il y a un appel de commencer un réseau, de prendre une initiative ou de participer à un appel qui a été déjà fait par quelqu'un d'autre. Et voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'à ce stade, il est 15h20 pratiquement, donc il nous reste une quarantaine de minutes. Moi, j'aurais voulu peut-être me tourner vers Annecy, tout d'abord, parce que vous avez eu un temps de parole un petit peu plus court que vos partenaires ici, moi le premier. Et donc, l'idée, ça serait de vous demander un petit peu quels sont les obstacles que vous avez rencontrés et quelles sont peut-être les leçons que vous avez apprises de ce processus qui a semblé... Voilà, à première écoute, ça donne le sentiment que ça s'est parfaitement bien passé, quoi. Donc voilà, peut-être de nous dire un peu. Il faudrait me donner accès à l'écran parce que je suis en panne là-dessus. Oui. Donc que je puisse voir. Bien sûr. Voilà. Alors, les difficultés rencontrées, j'en ai évoqué une tout à l'heure. Bon, je passe sur l'aspect Covid, bien sûr, et travail en visio. La première difficulté qu'on a eue, ça a été de faire fonctionner ce groupe sur un sujet aussi complexe, et groupe que j'ai qualifié d'hétérogène. Merci. Effectivement, et en particulier de donner la parole aux citoyens qui venaient là pour apporter un regard non expert. Et ces gens-là, ils ont été confrontés à un groupe qui était aussi constitué de militants et parfois de militants extrêmement toniques, pour employer ce seul mot. Donc il s'agissait d'arriver à ce que ce groupe fonctionne, s'écoute. Hein. Ça, c'est un peu la magie enfin nous on le vit comme ça, des conseils de développement, c'est d'arriver à faire échanger, puis analyser, puis travailler ensemble des citoyens aussi différents les uns que les autres, sans compter effectivement le poids des représentants, enfin des citoyens qui vivent dans la ville-centre, et puis ceux qui vivent en milieu rural, qui est effectivement une autre approche. Donc on a une vigilance permanente d'ailleurs dans ce sujet, comme dans tous les travaux qu'on mène, de laisser une vraie place aux représentants du milieu rural. Hein. Voilà. Donc ça a été la première difficulté. On a été confronté aussi, alors ça rejoint aussi les militants, mais en général des citoyens dans ce domaine comme dans d'autres qui ont tendance à venir avec une vraie défiance
en direction des élus, ça a été évoqué ce matin, en disant oui, bon d'accord, on nous interroge, mais finalement à quoi ça va servir? Et puis c'est décidé d'avance, et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Et le fait d'avoir eu cet aller-retour avec les services et avec les élus, ça Isabelle l'a évoqué, ça a beaucoup rassuré, beaucoup apporté, et ça a permis aux membres de ce groupe de se libérer de cette difficulté, non pas de poser des questions, parce qu'en général, ils les posent, mais de les poser d'une manière plus constructive et moins dans l'agressivité, dans la violence et dans la confrontation. On peut dire qu'on est passé du règlement de compte au dialogue constructif. C'est tout à fait ça. Après, l'autre difficulté, mais c'est pas que le PCAET, même si c'était particulier, c'est que c'est un document qui est imbuvable pour le citoyen de base. C'est un document très très complexe. Il y avait 68 orientations, il y a des attendus, des annexes. Enfin bon, voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même que, au bout du compte, ce groupe a produit quelque chose de commun, et qui n'était pas, enfin, on va faire de l'autosatisfaction, il ne faut pas s'en priver après tout. Je crois que le groupe a réussi à produire quelque chose qui n'était pas dans le consensus mou, on ne dit pas grand-chose pour que tout le monde soit d'accord, mais a bien pu identifier des vraies priorités en demandant aux élus de réagir sur ces priorités. En disant, il y a 68 accents, ok, mais maintenant, nous, on en a trouvé 10 qui nous paraissent prioritaires. Sur ces 10-là, dites-nous comment vous allez faire très, très précisément. Donc ça, c'est un élément important. Qu'est-ce qu'on a retenu là-dessus sur les enseignements, la vertu de l'écoute sincère, du dialogue pour renouer la confiance entre habitants et la collectivité, ça c'est vrai que bon, je ne le redis pas, mais c'est extrêmement important. Les questions, là encore, ça a été évoqué ce matin, dans nos groupes des conseils de développement, je pense que pour vous c'est pareil, il y a une fonction, une mission ou une réalité extrêmement importante qui est que on donne à des citoyens la capacité de mieux comprendre ce qui se passe sur leur territoire et comment ça marche. Parce que je crois qu'on est tous à constater que beaucoup de citoyens ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc, quand on ne sait pas, on a tendance à dire que ça ne marche pas bien, qu'on n'a pas sa place, etc. Donc ça, c'est vrai que ça permet de resituer le rôle de chacun et de donner de la cohérence à l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est, sur tous les sujets qu'on traite, interpellé et on interpelle les élus sur la cohérence entre tous ces plans. Dans une agglomération, il y a le PDU, il y a le projet de mobilité, il y a le PCAET, il y a le projet de territoire. Bon. Et les gens disent, oui, mais enfin, tout ça, est-ce que c'est une succession de plans alignés les uns à côté des autres, où est la cohérence? Et dans tous les documents qu'on produit, finalement, il y a un avis qui est aussi sur cette notion de cohérence. Il y a une demande, effectivement, des citoyens de trouver, et qui est, alors non seulement de la trouver, mais qui en est vraiment de la cohérence dans tout ce qui est fait. Donc la cohérence, oui. Comment aborder de manière constructive le sujet alors ça, j'ai dit 2000 habitants par an dans le Grand Annecy. Ça, pour nous, c'est vraiment une préoccupation majeure et qui ressort sur tous les sujets qu'on peut travailler, et ce qui amène finalement à chaque fois dans les groupes, quels qu'ils soient, ça a été vrai sur le PCAET, de renvoyer aux élus les questions de comment on gère cette démographie. Vous imaginez bien qu'on a dans les groupes des citoyens dans les deux extrêmes, et en particulier des gens qui viennent dire il faut fermer les portes. On arrête. On met des barrières, je ne sais pas comment on fait, enfin, on ferme les portes. On ferme la vallée. Bon, et donc c'est vrai que ça interroge vraiment, parce que ça permet de renvoyer aussi à la question, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on ferme les portes? Qu'est-ce qui se passe?
Hein. Donc là, on est vraiment dans des questionnements permanents et qui vont être transversales à tous les sujets qu'on va traiter. Merci beaucoup François, merci beaucoup. Et effectivement, bon, toute une série de questions. Et bon, la dernière est un petit peu nous ramène à quelque chose d'encore plus. On est presque dans la science-fiction du réchauffement climatique dans 50 ans et des afflux de réfugiés climatiques. Hein, je veux dire, alors effectivement, ce sont des questions politiques qui font peur. Je vous remercie beaucoup. Je vais peut-être passer la parole également sur la question des difficultés rencontrées, des enseignements à Magali Lepay. Alors avec le petit bricolage sur les... Vous pouvez laisser la première. Voilà, je vous donne ça alors. Ouais. Oui, alors... Dans le retour ici. Oui. Hop, là, c'était donc la commission initiative. Donc en fait, les difficultés, je dirais qu'il y en avait trois. Il y en a trois principales en tout cas. La première, je dirais que c'est la communication. Il y a eu une très mauvaise communication, enfin mauvaise, non. Il y a eu un défaut de communication qui a plus un manque de communication, en tout cas sur la clarification des objectifs, hein, qui a apporté beaucoup de défiance, y compris au niveau des élus, mais aussi au niveau du Conseil de développement. Et dès qu'il y a défiance, il y a rejet automatiquement, quels que soient les objectifs d'une quelconque action. Donc je dirais que c'est la première des choses. La seconde, c'est l'interconnaissance. L'interconnaissance des porteurs de projets sur les acteurs qui pourraient éventuellement les aider. Et je dirais l'interconnaissance et la connaissance de personne à personne. Les porteurs de projets sont des habitants lambda, monsieur, madame, tout le monde, et monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est un GAB, et puis pour eux, ça représente peut-être quelque chose d'inaccessible, alors que si on parle à un agent, un technicien ou à un élu autour d'une table avec peu de personnes, l'interconnaissance est beaucoup, beaucoup plus facile, et ça facilite beaucoup, beaucoup plus les choses. Et je dirais qu'il y a un troisième point, et c'est peut-être le point majeur, c'est le frein a été plus politique. Parce que les porteurs de projets, finalement, on pourrait dire que le politique, ils n'en ont pas forcément besoin. Dès qu'ils ont une idée, ils peuvent la mettre en place. Pour autant, soutenir les initiatives, on a besoin du politique et de l'argent. Ils n'ont pas forcément tous besoin d'argent, mais en tout cas, ça aide beaucoup certains, en tout cas. Et quand les élus... Et en fait, on assiste quand même actuellement à un retour des maires sur leur commune avec une vision beaucoup plus communale que territoriale. Et leur vision territoriale n'est pas forcément identique pour chaque maire. Et donc soutenir les initiatives de leur commune, ça oui, ils sont tous d'accord. Maintenant, dès qu'il s'agit de soutenir les initiatives du territoire, ils ne voient pas forcément tous ça d'un bon œil, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément tous la même façon de faire, ou en tout cas la même approche. Donc c'est pour ça aussi que on voit bien qu'il y a un réel besoin de soutenir les initiatives et qu'il faut vraiment y aller, et que le Conseil de développement peut être facilitateur à ce niveau-là. Et peut impulser une certaine dynamique pour qu'après les choses se fassent. Il suffit parfois juste de donner, montrer à voir. Et si on commence par une expérimentation avec juste un projet qu'on met qu'on propose, et puis qu'on met autour d'une table des élus qui souhaitent participer à à ce soutien, à cette initiative. Pas forcément d'ailleurs des élus de la commune, hein, ça peut être des élus du territoire qui sont intéressés par cette idée, des techniciens qui sont aussi intéressés à cette idée. Déjà, ça fait beaucoup moins de monde, donc déjà c'est beaucoup plus facile de se parler, on est tous sur le même plan. Et puis, du coup, chacun pourra aussi diriger le porteur du projet par son réseau, faciliter la mise en place de ces projets. Et puis, ça donnera envie aux autres territoires, aux autres élus de pouvoir aussi faire la même chose. Donc voilà. L'interconnaissance, le problème politique et la communication ont été les trois freins principaux. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être faire passer la télécommande, si vous l'avez, à Stina. Oui. Alors, il va falloir parcourir un peu la présentation jusqu'à la fin pour aller aux obstacles.
Et donc, je vais monter quelques... Nous, on est très au début de notre chemin. Et comme j'avais expliqué un peu avant, nous avons travaillé avec la diagnostic et maintenant, toutes les villes sont en train de travailler sur la vision. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment encore, en tout cas moi, parce que vu que je ne représente pas un territoire précis, je voulais juste montrer quelques réponses qu'on a reçues quand on a posé la question au début de notre travail. Quels sont les plus grands défis dans la localisation des ODD? Donc, cette mise en œuvre locale, participative qu'on envisage. Et comme vous voyez ici, vraiment le défi, le plus grand défi qui a été cité, c'était vraiment d'engager les citoyens et les parties prenantes dans les actions concrètes. Donc, les interlocuteurs avec lesquels moi je travaille, ils trouvent ça difficile de rendre un agenda global avec des objectifs qui a été accordé par des gouvernements nationaux et pas par eux-mêmes, de les rendre très pertinents vraiment pour la population. Donc ça, c'est le premier thème cité. La deuxième, c'est un peu lié, c'est de communiquer, de divulguer les messages. Cet agenda, ça touche à tout le monde, c'est absolument pertinent pour la vie quotidienne de chaque personne. Troisième défi, c'est d'intégrer les objectifs dans les plans et stratégies existantes. Et là, comme M. Blanchu avait dit aussi, ça touche beaucoup sur la cohérence, justement. Et c'est là où moi, je trouve que les ODD, ça donne quand même un cadre qui peut aider à la cohérence des politiques à la fois internationales, nationales et locales. Mais c'est pas facile, c'est pas un travail facile, c'est assez complexe et ça demande du temps et beaucoup de détails. Et quatrième, c'est convaincre les élus d'adopter ces objectifs dans la politique. Et là, on voit souvent une grande différence entre les territoires où les élus, c'est eux qui sont un peu les propriétaires de cet agenda, qui sont fiers de l'avoir adopté à l'échelle locale. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de faire tout ce qu'il faut pour le mettre en place derrière. Si tu commences par une approche plutôt d'administration et que les élus ils sont un peu de côté, c'est beaucoup plus difficile. Et donc l'enjeu qu'on essaye de trouver ensemble, c'est comment on fait pour créer un mouvement et éventuellement les élus ils vont aussi être convaincus par ça. Autre défi, c'est le manque de temps, parce que souvent cet agenda c'est vu comme une chose de plus. C'est pas les fonctionnaires qui travaillent dans l'administration, ils ont beaucoup de choses à faire, et donc de rajouter encore une chose au lieu de le voir comme un outil qui peut leur servir dans la définition des programmes et des plans, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le partenariat. Et finalement, aussi lié à ça, c'est de surmonter les silos. Donc, vraiment d'essayer d'avoir des programmes transversaux, comme on avait dit tout à l'heure, et qui ne touchent pas juste à un sujet clé. Et ça veut dire aussi casser le budget. Et ça, c'est l'étape compliquée aussi. Normalement, les départements, ils ont leur budget, ils ont leur confort et de pouvoir faire des programmes chaque année. Mais s'il faut travailler ensemble, tout devient un peu plus complexe, un peu plus long. Et donc ça, c'est absolument indispensable pour pouvoir avoir des actions transformatives. Je voulais aussi mentionner, juste parce que nous avons un autre partenaire dans le réseau qui est la ville de Braga. Et le maire, il est très à la front, il est très prominent dans la scène des ODD. Et il parle beaucoup sur ça parce qu'il a aussi un rôle comme rapporteur dans la comité des régions européen des régions. Et notamment, il a écrit une opinion récemment justement sur le manque d'attention sur les ODD dans les plans de relance après Covid, et aussi le manque de consultation et de participation des villes et des régions dans leur définition. Donc maintenant, il y a beaucoup de débats autour de ça. Comment assurer maintenant, dans un prochain temps, vu que ça a été un moment un peu raté, que les villes aient
autour, donc les citoyens, parce que les villes, ça reste quand même l'échelle du gouvernement le plus proche aux citoyens, comment ils peuvent participer dans le suivi de toutes les actions qu'ils vont mettre en œuvre dans le plan de relance et comment, idéalement, on peut lier ça à l'agenda et pas oublier qu'on a toujours 8 ans à peu près pour atteindre ce qu'on vise à atteindre. Et si on ne se mobilise pas, ça va pas se faire. Et donc, juste pour finir, c'est pour ça aussi que nous, avec Urbact, qui vraiment promeuvent une approche participative et intégrée pour le développement durable des villes, on essaye maintenant de voir comment on peut mettre en place une gouvernance de transition un peu. On s'inspire donc de DEMSOC aussi dans le travail qui a été fait, que Raphaël a présenté au début, et pour voir si on croise ça avec les ODD, qu'est-ce que ça peut donner comme accélération de la transition dans les territoires qui font partie du réseau. Merci. Merci beaucoup, Stina. Alors, nous avons maintenant un petit peu plus de 20 minutes pour des questions et réponses. Alors, je me déplacerai pour vous apporter le micro. Alors, je vois qu'on est sur la restitution improvisée. Je crois que ce n'est pas encore le cas, à moins qu'on jette la veste, on va improviser un truc. Donc, je pense qu'il faut revenir en arrière. Voilà, oui, donc ce que je vois sur mes écrans de retour ici. Et donc, est-ce qu'il y aurait une question du public, quelqu'un qui voudrait prendre la parole, poser une question? Merci. Oui. Juste une question. Évidemment, il y a quand même quelques réseaux. J'imagine que vous travaillez ensemble. En France, il y a l'association des villes pour la résiliation. C'est un réseau qui existe, qui est relativement petit, disons, qui est en train de monter. Mais je pense que ça, c'est comme des questions tellement importantes qui sont pour l'instant portées quand même par peu de personnes. Et à un moment, il faut aussi, voilà, justement pour que ça prenne plus d'ampleur dans la société, je pense aussi qu'il faut se mettre ensemble les uns avec les autres. Il y a European Citizens, j'imagine, Urbact, au moins les deux sont cofinancés par l'Europe. Ça aussi, c'est un autre réseau. Mais par exemple, European Citizens et l'association des villes pour la raison, ils ne travaillent pas tellement ensemble. Il y a quelques-uns qui sont peut-être dans les deux, mais pas vraiment. Alors, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont un peu sémées partout, mais il y a peu de... Voilà, on s'appuie pas forcément beaucoup sur les expériences des uns des autres. Et là, il avait quand même deux expériences énormes. Il y a l'Institut des territoires coopératifs. Il a beaucoup d'initiatives en France, mais chacun prêche un peu dans sa chapelle ou dans son réseau, et il a encore peu de connectivité entre les uns et les autres, il me semble, je ne sais pas. Alors, juste pour être sûr, vous parliez de l'association des villes résilientes, c'est ça? Oui. Et oui, effectivement. Alors, je vais passer le micro, ou peut-être je vous laisse répondre avec les micros dont vous disposez. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait répondre? Stina, peut-être, sur ces logiques de réseau? Oui, je pense que je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est ça c'est compliqué aussi pour les gens qui travaillent vraiment dans l'administration aussi, de dire mais est-ce que ça rentre ici ou là. Et moi, je pense qu'un des, comme vous dites, la force d'un réseau, c'est justement que si on se réunit, on est plus fort en quelque sorte. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, je peux parler de l'échelle internationale. Ça a beaucoup été des réseaux comme, par exemple, l'Union pour les gouvernements locaux et régionaux, UCLG, qui a été une voix très forte dans la négociation de l'agenda 2030, avec beaucoup de villes et de collectivités locales, et comme résultat, on a eu quand même un ODD complètement consacré à des villes et des communautés. Et ça, c'était un peu la première fois que ça a vraiment été un objectif dans un accord multilatéral entre des pays, où les villes et les gouvernements locaux ont été un rôle aussi élevé.
en quelque sorte. Donc je pense que ça montre un peu la force qu'il peut avoir les réseaux. Et après, sur le fait qu'il y a beaucoup de fragmentation, mon espérance, c'est un petit peu que des cadres comme l'agenda 2030 ou comme maintenant beaucoup de débats sur le climat, etc., que ça peut donner quand même une vision qui peut être plus inclusif que de se dire voilà, non, nous on travaille juste sur la résilience, nous on travaille juste sur les ODD, parce que on sait que tout est lié, et si on travaille sur une chose, on travaille forcément sur une autre. Mais ça, ça demande peut-être un peu la vision systémique sur les choses, et ça prend peut-être un petit peu de temps avant que ce soit un réflexe de penser comme ça. Merci Stina. Est-ce qu'il y a une autre réaction sur cette question ? Je pourrais juste dire par rapport au Conseil de développement, il ne faut pas oublier que nous sommes des bénévoles et que ça prend du temps, tout ce que l'on fait, que certains travaillent à côté, ou même si des personnes sont retraitées, ils sont aussi parfois impliqués dans d'autres associations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réseau. D'abord, il y a la coordination nationale, c'est déjà un premier réseau. Au niveau des territoires, je vois au niveau de la région des Pays de la Loire, il y a des départements où il n'y a pas vraiment de conseil de développement. Je parle de la Sarthe, de la Vendée, ou alors il y en a, mais c'est tellement... il y a tellement peu de personnes, et ça n'a pas forcément non plus de grande de résonance sur le territoire, parce qu'il y a d'autres formes de paroles citoyennes que les réseaux, c'est parfois plus compliqué. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour faire réseau, il faut déjà être en sécurité soi-même. Et c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les conseils de développement, on intervient au niveau de l'intercommunalité. Et on a dans cette intercommunalité X villes, nous 34 villes, mais dans d'autres endroits, il y a 20, 100 villes différentes. Et c'est vrai que ce qui a été dit aux élus, c'est d'abord travailler ensemble. Parce que c'est pas la peine de nous demander, nous, de vous produire quelque chose de collectif, de faire du commun, mais faites-le aussi vous, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Et le deuxième point sur lequel j'ai pas insisté, mais j'en profite, c'est que le groupe a dit aux élus, mais formez-vous. Parce qu'on était dans une situation, alors bon, c'était entre les deux tours, hein, c'était quand même particulier, mais on s'est trouvé confronté à des gens qui ont dit, mais nous on est en train de bosser sur ce PCAET, mais il y a des élus qui ne l'ont pas lu. Hein. Et donc, nous, on va arriver à questionner des élus qui ne connaissent presque rien à ce PCAET, alors que nous, on est à travailler pendant X mois, et je peux vous dire qu'on a chiffré le nombre d'heures passées par les bénévoles, c'est colossal. Et très honnêtement, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas passé autant de temps. Donc voilà, cet enjeu, il est aussi là dans le collectif. Avant de faire réseau, au-delà du territoire, il faut déjà faire réseau dans son propre territoire. Oui, c'est ça. Avant de faire le match ensemble en équipe, il faut déjà s'être entraîné ensemble, quoi, et savoir taper dans le ballon. Voilà, ouais, tout à fait. Donc je vais passer le micro à monsieur qui avait demandé la parole, et ensuite à madame. Ouais. Merci, bonjour. Bernard Maury, je suis directeur du conseil de développement de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. On a engagé, nous, le conseil de développement depuis 3 ans maintenant autour des objectifs de développement durable, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est ce qui permet d'avoir une vision systémique. Et surtout, ça permet aussi facilement... Il a fallu faire un peu de pédagogie vis-à-vis des élus, notamment pour qu'ils comprennent que ça existait, tout simplement déjà, et qu'ils se l'approprient. Et que finalement, il suffit peut-être de faire une lecture croisée des différentes politiques publiques avec les objectifs de développement durable et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà réalisées. Et donc de les rapprocher avec ces objectifs de développement durable et ne pas partir par comment on va créer quelque chose qui pourrait répondre aux ODD. En fait, il y a déjà beaucoup de choses qui répondent à ces ODD. Mais on a, en plus de ça, construit une feuille de route du Conseil de développement autour des ODD et des transitions. Et c'est un peu le thème de la rencontre. Et je voulais avoir votre avis à toutes et tous. Nous, les transitions, on les voit bien évidemment écologiques, énergétiques,
économique avec les changements d'usage, et également numérique. Et c'est en embrassant peut-être au travers des objectifs de développement durable et toutes ces transitions-là qu'on positionne les avis du Conseil de développement pour justement avoir une lecture à 360 degrés, en tout cas la plus large possible. Juste pour avoir votre avis sur cette analyse-là. Merci beaucoup. Alors, c'est bien d'entendre ODD et transition traités par un conseil de développement vraiment dans la même phrase. Avant de passer la parole à mes partenaires, cette idée des transitions, effectivement, vous avez raison d'insister dessus. C'est moi, une fois que j'étais tombé comme ça sur une organisation partenaire qui disait, en gros, sur sa mission, on est là pour appuyer, pour travailler sur les 3 grandes transitions du siècle. C'était transition écologique, transition sociale, transition numérique. Et j'avais dit, très bien. J'avais trouvé l'idée très bonne. Et puis après, un autre partenaire nous avait fait 4 transitions, un autre 5. Et effectivement, tout est juste. Et en tout cas, dans la liste que vous avez indiquée, ça semble toucher parfaitement. Et effectivement, quand on parle nous, on parle de gouvernance des transitions, souvent. Alors ensuite, c'est toujours cette question du sur-mesure, et ça correspond ensuite à un diagnostic qu'il va falloir faire de la manière 360 degrés, comme vous dites, de la manière la plus participative possible. Alors, est-ce que vous souhaiteriez réagir sur cette question ODD et transition? Stina? Ouais, merci pour cette retour. Oui, je trouve ça intéressant justement le numérique. Moi, je l'ai pas mentionné, mais bien sûr, c'est quelque chose qui figure peut-être pas très prominent parmi les partenaires dans le réseau pour l'instant. Mais on est tout au début, donc c'est une question très intéressante que je pense qu'on doit croiser avec le travail qu'on fait, parce que ce qui se passe, c'est que toutes les villes doivent définir leurs propres priorités, basées sur la méthode qu'on cadre un petit peu. Mais ça devient quelque chose d'un peu plus transversal, la numérique. Et ce que moi, j'ai observé avec les partenaires, mais aussi ailleurs, c'est que avec les ODD, ça passe souvent par la création d'un dashboard ou la numérique plus avec les indicateurs et le système de mesurer, etc. Je ne sais pas, dans votre expérience, si vous avez un autre point de croisement avec les ODD, mais en tout cas, c'est ça que j'ai observé. Sur la dimension sociale aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Isabelle, peut-être? Alors, nous, on n'a pas travaillé sur les ODD en tant que tels. Par contre, l'espace citoyen, après ce travail sur le plan climat, air, énergie territoriale, s'en fait un petit peu, pas l'ambassadeur, mais en tout cas un rôle de vigie vis-à-vis des élus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les élus vous font une saisine, vous dites, mais c'est quoi le lien avec le PCAET? Là, ils nous ont interrogés, par exemple, sur le plan pluriannuel d'investissement. C'est pas pour les citoyens, c'est quand même un peu raide, quoi, comme sujet. Mais tout de suite, le réflexe, ça a été, mais en quoi votre plan pluriannuel d'investissement, il est cohérent avec vos objectifs du PCAET? Et on ne retrouve pas tel point et tel point. Et ça, c'est super important, parce que c'est vraiment un des rôles de l'espace citoyen, c'est soit d'être un des maillons de la chaîne d'élaboration des politiques publiques, comme vous l'avez été en donnant un avis complet. Puis après, c'est ce rôle de vigie. Et on espère, normalement, les élus vont passer une prochaine commande pour définir avec les citoyens quels vont être les indicateurs de suivi de ce PCAET, et avec des indicateurs, si possible, appropriables, compréhensibles par le commun des mortels. Donc on attend la suite, mais ça devrait venir assez vite. C'est vrai que c'était une demande très, très forte à l'issue du PCAET, de cette question du suivi et de l'évaluation. Ça a été le cas sur d'autres plans, mais sur celui-ci, finalement, c'est ce qui a fait un peu la synthèse. Et aujourd'hui, on va dire que le PCAET, c'est un peu la colonne vertébrale de notre réflexion. Et comme l'a dit Isabelle, aucune sollicitation n'y échappe. Ce qui nous a permis d'ailleurs de participer au défi que la CNCD a lancé pendant le Covid, là, sur comment accentuer et accélérer la mobilisation sur le climat. Et donc on a participé à ce défi sur les questions d'alimentation et de circuits courts. Et on a mis en œuvre notre défi, il est en plein fonctionnement là. Donc il y a vraiment un axe fort aujourd'hui, quel que soit le sujet qu'on traite. Et
une sorte de culture commune qui se fait dans ce domaine. Et je ne parle pas des questions de mobilité, parce que c'est encore pire dans ce sujet-là, en particulier dans notre agglomération. Alors, conseil de développement, au niveau du développement durable, je dirais que c'est à chaque fois on s'interroge et ça fait partie de notre pensée, notre réflexion en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on essaye de réfléchir sur une thématique. Alors, je dirais, il y a plusieurs réponses que je pourrais apporter au niveau du développement durable. Nous, on nous a impliqués dès le départ. Quand je dis on, c'est la communauté de communes nous a impliqués dès le départ au niveau de leur réflexion sur le développement durable. Ils nous ont même d'ailleurs sollicité sur notre réseau pour pouvoir qu'ils puissent faire appel à des acteurs du développement durable plutôt que de lancer un appel à la population et finalement avoir peu de personnes qui répondent. Ils nous ont sollicité pour savoir qui pourrait être intéressé à travailler sur une réflexion de développement durable sur le territoire. Donc on leur a apporté notre réseau. Ils ont créé des ateliers avec ces partenaires-là. Nous avons eu, la communauté de communes nous a sollicité pour avoir un tiers garant. Pour savoir, le tiers garant est composé de 3 adhérents du Conseil de développement, pour savoir si les ateliers étaient bien organisés selon le cahier des charges de départ, si ça correspondait bien, si les citoyens ont bien été sollicités, si les avis ont bien été pris en compte, si on leur a laissé suffisamment la parole, s'ils ont pu s'exprimer. Donc ils ont rendu un travail qui était très intéressant et à la fois aux techniciens et à la fois aux élus. Et puis je pense qu'aussi il y a une chose, on ne peut pas forcément regarder que le développement durable, il faut aussi travailler beaucoup sur les représentations qu'on peut avoir des uns et des autres surtout quand on parle de mobilité et notamment par rapport au vélo, on peut très bien construire des très belles voies cyclables et pour autant, parfois, on s'aperçoit que personne ne les prend. On se dit, pourquoi ? Peut-être parce que tout simplement, pour les habitants, prendre un vélo, c'est du loisir, mais on ne le voit pas comme un mode de transport qui pourrait nous amener du domicile soit au travail, ou soit tout simplement pour aller amener ses enfants à l'école. Et donc le travail des représentations, mais pas que, sur l'économie, sur qu'est-ce que ça va apporter aux entreprises, parce qu'il y a des entreprises aussi qui travaillent sur ces mobilités-là, dont c'est leur revenu. Donc si on utilise le vélo, du coup il y aura plus il y a des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Voilà, c'est pas un point, mais c'est plusieurs points qu'il faut réfléchir et auxquels il faut travailler pour aller vers ces changements de mode de vie. Donc je dirais qu'il y a plusieurs réponses, et puis je pourrais encore en parler encore un peu plus, mais on n'a pas forcément le temps. Donc mais on a toute la journée pour en parler après ces différents points. Donc je vais passer la parole à ma collègue de Strasbourg. Ah non, pardon, vous voyez, je dois changer de lentille, je vous ai confondu. Non, Marie-Claude Malhomme, Conseil de développement durable de Metz Métropole. C'est pas très loin, mais c'est l'Alsace et la Lorraine. Moi, je voulais savoir quelle est l'implication des jeunes dans vos expériences. Je sais qu'à Erdre-et-Gerne, vous avez déjà fait des choses vis-à-vis des jeunes. Nous, au Conseil de développement, on avait initié un travail particulier avec les jeunes, mais la Covid est passée par là et il a fallu qu'on remette ça à plus tard. Donc, quelle implication des jeunes dans les conseils de développement? On sait qu'ils ne sont pas là, il faut aller les chercher, il faut faire d'autres démarches. Merci. Écoutez, je vais commencer par prendre la parole. C'est vrai qu'au Conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'aller chercher la parole de ceux qu'on n'entend pas, de ceux qu'on ne voit pas. Parce qu'ils ont aussi des choses à dire et des choses qui sont tout aussi intéressantes et qui participent fortement de par leur réflexion qui est très constructive sur et avec un regard très constructif en tout cas sur les politiques publiques. Et les jeunes, c'est ceux qui vont habiter sur le territoire de demain, c'est eux qui vont construire demain et c'est eux qui vont y vivre. Donc c'est quand même on ne peut plus important de recueillir leurs paroles.
Nous avons des liens et un partenariat très fort avec un lycée notamment, puisqu'il y a un deuxième lycée qui vient d'être ouvert sur le territoire. Donc on travaille énormément avec eux. On a la chance d'avoir aussi au sein de ce lycée et de ce collège des personnes dont ça les intéresse de travailler avec nous. Alors on essaye toujours, donc du coup d'ailleurs là on va les rencontrer pour qu'on puisse travailler avec les jeunes, mais qu'on ne soit pas non plus éloigné de leur projet pédagogique, hein, parce que sinon ça n'aurait pas de sens et puis personne ne s'impliquerait, en tout cas certainement pas les enseignants, puisque c'est quand même eux qui sont notre porte d'entrée. Hein, donc voilà. Et puis donc on espère pouvoir faire la même chose avec le nouveau lycée qui vient d'ouvrir, mais ça va demander aussi du temps, parce que tout ça demande du temps, ça demande de l'interconnaissance, et les choses ne se font pas comme ça, comme un coup de baguette magique, ça serait bien. Mais ça passe encore une fois de plus par de l'interconnaissance et puis de la communication. On y revient. On a travaillé aussi avec des écoles primaires du territoire, notamment dans le cadre du PLUI. On a demandé à des enfants, à des jeunes du primaire, hein, donc de CM2, CM1, CM2, même un petit peu CE1, CE2, à savoir c'était quoi leur ville, comment est-ce qu'ils représentaient leur ville de demain. Et c'était donc il y a eu des maquettes qui ont été faites, qui sont exposées, qui sont d'ailleurs toujours exposées, hein, on peut aller les voir. Et donc d'avoir le regard des jeunes enfants, c'est très apprenant. Très, très apprenant, et je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des jeunes, en tout cas, et à avoir leur retour. Ça permet de construire l'avenir, en fait. Hein. Ah, les jeunes, ça c'est un vrai sujet. Alors si j'étais politique, je dirais, le plus jeune membre de notre conseil de développement a 17 ans. Ouais, mais il est tout seul, hein. Alors comment on a fait je ne sais pas s'il y a une méthode pour ça. Il y a beaucoup d'expérience. On a une autosaisine. On s'est fait une autosaisine sur la jeunesse, justement, sur la place des jeunes. Et donc on s'est dit, bon, les jeunes, c'est pas facile de les faire travailler de la façon dont on travaille nous, hein, c'est-à-dire des réunions le soir ou en fin de journée, enfin bon, avec plein de vieux qui parlent de l'avenir. Donc on est allé finalement les faire travailler eux. C'est-à-dire que dans ce travail qu'on a fait sur la place des jeunes, on a travaillé avec des jeunes d'un IUT, pour leur faire faire. Ils ont conçu eux-mêmes l'étude. Ils ont interrogé 400 jeunes sur le territoire. Voilà. On s'est dit, c'est peut-être de cette façon-là qu'on peut impliquer les jeunes dans nos travaux, parce que voilà, de les faire venir comme ça dans nos groupes, on peut le faire ponctuellement sur un sujet ou un autre. On les a beaucoup vus, alors c'était pas le conseil de développement, c'était le Grand Annecy. On les a un peu plus vus dans les réunions publiques du projet de territoire. Hein. Mais on s'est rendu compte que dans ces réunions publiques du projet de territoire, les jeunes qui étaient là, c'était pas vraiment les jeunes que nous, on aurait attendu. C'est-à-dire que c'est les jeunes bien impliqués, tout bien dans leur tête, dans leur peau et dans leurs finances. Et donc, du coup, on a le groupe qui s'est intéressé à la place des jeunes a fait une deuxième étude sur les jeunes qu'on ne voyait jamais, et aller au-devant des jeunes en difficulté. Et là, on a fait travailler des étudiants d'une école de service social pour faire ce travail. Et puis, j'évoquais le défi donc, qui est en cours. Là, on a lancé un concours de court-métrage, de vidéos sur le thème alimentation et circuits courts. Et là, donc, on est allé solliciter les collèges, les lycées, tous les établissements, en plus, bien sûr, de tout le public, pour essayer aussi de les mobiliser sur nos travaux. Mais effectivement, la présence des jeunes dans les conseils de développement, ce n'est pas le sujet le plus facile. Pourtant, c'est un sujet qu'on a en tête en permanence et un souci qu'on a tout le temps. Isabelle, c'est votre dernière minute. C'est juste pour compléter sur les jeunes, on est à l'affût des opportunités de coopération aussi, c'est-à-dire que là, on a su qu'un des lycées organisait une journée Gaïa fin novembre, et ben voilà, on y sera quoi, pour les rencontrer, échanger avec eux, et puis peut-être leur donner envie de s'impliquer avec nous.
juste pour revenir à l'expérience d'Irlande, je sais que là-bas, la communauté des scouts ont été très active sur les ODD, justement. Et donc, je sais que le TRIM, ils essayent de travailler avec le groupe de scouts pour faire venir des jeunes représentants dans leur groupe local, avec l'école d'un côté, mais aussi avec cette groupe. Stina, pour toutes les personnes qui se demandent d'où tu viens, si tu es irlandaise, est-ce que tu peux répondre? Donc, moi, je suis suédoise, mais mon nom est finlandais, donc je précise donc ça, parce que des fois, il y a des gens qui se demandent. Merci infiniment de votre présence, de vos questions et de ces échanges. Et je crois qu'on va libérer la salle pour les prochaines activités. Merci infiniment.